Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons débuter une formation en conception de projets immobiliers résidentiels qui est à destination des promoteurs immobiliers de la zone UEMOA. L'objectif un peu, c'est de vous montrer quels sont les préalables juridiques et fiscaux qu'il est nécessaire de connaître avant de démarrer un projet immobilier. Voilà. Je pense que dans la détermination du choix d'un site, nous allons donc voir quels sont les aspects juridiques et fiscaux à retenir au Sénégal. À ce titre, nous verrons l'état de la réglementation juridique au Sénégal, qui sera suivi d'une identification des types de régimes fonciers. Alors, nous avons le régime de l'immatriculation. Pour les textes de référence, nous avons l'article 15 de la Constitution qui garantit le droit de propriété, assurant ainsi la protection du propriétaire d'avoir un droit qui est vraiment protégé. Nous avons la loi de 2011-07 du 30 mars 2011 qui porte sur le régime de la propriété foncière, qui est la loi la plus connue parce qu'elle traite beaucoup de la conservation foncière, entre autres. Nous aurons l'occasion d'en parler. Nous avons la loi 76-66 du 2 juillet 76 portant Code du domaine de l'État ainsi. Donc, voici les trois textes de référence principalement en matière de régime d'immatriculation. Alors, pour la loi de 2011, je vous ai mis un peu l'essentiel à connaître. Il s'agit d'une inscription au livre foncier des droits réels suivants. Nous avons la propriété des biens immeubles, nous avons l'usufruit des mêmes biens. Comme vous le savez, le droit de propriété est démembré. Nous avons ce qu'on appelle l'usus, le fructus et l'abusus. Quand vous avez une location, par exemple, du fait de la location qui vous est octroyée par le propriétaire, vous bénéficiez de ce qu'on appelle l'usus et le fructus. Il peut y avoir des cas particuliers sur le fructus si vous avez une interdiction, par exemple, de sous-location, mais sinon, vous avez, dès lors que vous avez cette possibilité de louer, qui vous est offerte par le propriétaire, le droit d'user du bien et d'avoir les fruits qui vont naître de ce bien-là, sauf cas particulier de certaines interdictions. Et l'abusus, qui Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, cette formation à laquelle vous prenez part porte sur la conception de projets immobiliers résidentiels et elle est à destination des promoteurs immobiliers de la zone UEMOA. Alors, nous allons, pour la détermination du choix d'un site, aborder les questions juridiques et fiscales au Sénégal qu'il convient de connaître au préalable. Nous allons d'abord traiter de l'état de la réglementation juridique au Sénégal, ainsi que de l'identification des types de régimes fonciers. Alors, pour le régime de l'immatriculation, nous avons trois textes de référence. Nous avons d'abord la Constitution, à travers l'article 15, qui garantit le droit de propriété et assure ainsi sa protection. Alors, vous avez sûrement entendu parler du droit inaliénable de propriété. C'est un droit qui est vraiment très protégé, sauf éventuellement cas particulier qui permet à l'État, pour cause d'expropriation, pour cause d'utilité publique, de vous dessaisir de votre droit de propriété. Nous avons aussi la loi de 2011, la loi 2011-07 du 30 mars 2011, qui porte sur le régime de la propriété foncière. Nous avons la loi 76-66 du 2 juillet 76 qui porte Code du domaine de l'État. Et nous allons commencer peut-être par la loi de 2011. C'est la plus importante en ce qui concerne aujourd'hui
l'inscription au livre foncier. Cette inscription au livre foncier peut porter sur les droits réels suivants. Nous avons la propriété des biens immeubles, nous avons l'usufruit, donc parce que comme vous le savez, un droit de propriété peut être démembré, vous avez l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, je donne l'exemple de la location, c'est le droit que le locataire va avoir d'user de ce bien-là, la nue propriété étant conservée par le propriétaire. Alors, l'usufruit de ces mêmes biens, donc c'est le droit de se servir d'un bien et d'en percevoir les revenus. Nous avons le droit d'usage et d'habitation, qui est un droit personnel au titulaire et aux membres de sa famille proche. Donc là, c'est beaucoup plus l'usus uniquement. Nous avons l'amphithéose. Alors, au Sénégal, je pense que vous entendez souvent parler des baux amphithéotiques, donc qui est un peu un droit qui vous permet d'user d'une chose moyennant un droit que vous allez payer. Vous avez aussi le droit de superficie, ainsi que les servitudes et services fonciers. Vous avez les privilèges et hypothèques, ainsi que les actions qui tendent à les revendiquer. Alors, pour ce qui est de la loi 76 sur le code du domaine de l'État, nous avons deux types de domaines. Nous avons le domaine public, qui est inaliénable et imprescriptible. Alors, nous avons dans ce cas-là uniquement des permissions de voirie qui sont délivrées. La particularité, c'est que ces installations doivent avoir pour vocation d'être légères, démontables ou bien mobiles, ainsi que les autorisations d'occuper. Je pense que c'est dans ce dernier cas que vous en entendez souvent parler au Sénégal, et où on vous dit, attention, une autorisation d'occuper ne peut pas faire l'objet de cession parce qu'il s'agit du domaine national, qui ne peut pas faire l'objet de cession, mais les peines et soins qui y sont édifiés peuvent faire l'objet d'une cession éventuellement. Mais sinon, s'il s'agit de la terre uniquement, on aura une affectation et une réaffectation. Nous avons aussi le domaine privé de l'État avec des immeubles notamment immatriculés au nom de l'État. Alors, quelles sont les conséquences juridiques principalement pour le promoteur? Parce que comme je disais tout à l'heure, l'intérêt de cette formation, c'est d'aider les promoteurs à répondre un peu aux questions auxquelles ils sont confrontés et à les aider à ne plus avoir certains désiderata en matière immobilière. Alors, les conséquences juridiques, donc, sont une possibilité d'inscription d'une hypothèque sur les biens acquis sur financement. Quand vous allez vers une banque, la première chose qui vous est demandée, c'est une garantie. Alors, une hypothèque est une garantie, mais plus que ça, c'est une sûreté. Toutes les sûretés, ce sont des garanties, mais toutes les garanties ne sont pas des sûretés. Je m'explique, c'est qu'il y a un texte qui a été pris, qui dépasse même le cadre de l'UEMOA, parce que c'est dans le cadre de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, qui a adopté un acte uniforme sur les sûretés, donc une forme de garantie particulière dont l'hypothèque fait partie, et qui permet aux promoteurs de présenter un projet avec cette sûreté, donc qui est offerte à la banque en contrepartie du financement que cette dernière va lui consentir. Alors, nous avons cette inscription qui va se faire directement en cas de propriétaire particulier. Alors, la différence, c'est que s'il s'agit d'un terrain ou bien d'un bien qui appartient à l'État et qui a fait l'objet d'un bail, par exemple, à ce moment-là, l'hypothèque devra faire l'objet d'une autorisation d'affecter en hypothèque parce que le bien appartient à l'État et cette autorisation est un préalable à toutes les procédures qui seront enclenchées. Donc, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas avoir d'inscription de garantie hypothécaire si l'État n'autorise pas la banque, en fait, tout simplement, à recevoir cette inscription hypothécaire. Alors, quelles sont les conséquences financières et fiscales pour le promoteur immobilier? Première chose à retenir, c'est qu'au Sénégal, si vous n'avez pas affaire à un terrain du domaine national, où là c'est un cas très particulier, vous avez une obligation d'intervention du notaire avec le paiement des honoraires
qui sont concernés. Donc, il faut retenir que si vous avez un terrain qui vous est proposé, il y a un aspect financier non négligeable à retenir, à prévoir, qui concerne le paiement des honoraires. En général, vous prévoyez 10% du montant. Vous avez le paiement des droits d'enregistrement, 5%, et de publicité, 1% lors d'une vente. Ces droits-là sont différents des honoraires du notaire, qui sont payés, donc, comme je le dis, au notaire, alors que les droits d'enregistrement et de publicité reviennent à l'État. Nous avons le paiement des redevances annuelles pour le droit au bail, qui est à prévoir, parce que sinon, quand les redevances ne sont pas payées à temps, il convient pour le promoteur de prévoir non seulement le rattrapage, entre guillemets, du paiement de ces sommes-là, mais en plus d'une pénalité. Alors, quand il y a une vente d'un terrain qui fait l'objet d'un droit au bail, il faut savoir qu'il y a une vérification quand même préalable à demander au vendeur pour savoir s'il est à jour. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. Nous avons aussi la contribution foncière des propriétés bâties, qui est d'un pourcentage de 5% appliqué sur la valeur locative, ainsi que 5% qui est appliqué sur la valeur vénale. Voilà. Alors, quel est le régime du domaine national et quels sont les textes de référence pour cela? Nous avons la loi de 64, qui est la loi 64-46, qui est relative au domaine national, les terres non classées dans le domaine public, les terres non immatriculées, et je vais vous parler un peu de la notion d'affectation et de réaffectation. Alors, pour ce qui est de la notion d'affectation et de réaffectation, pour vous donner un peu un exemple, je vous parlais tout à l'heure des terres du domaine national. Alors, il faut savoir que dans ces cas-là, vous avez non pas une vente qui va se faire, mais c'est une procédure qu'on va appeler affectation et réaffectation plutôt, sachant que, étant donné que, comme je vous le disais tout à l'heure, les terres du domaine national ne peuvent faire l'objet de cession. Tout ce qui peut faire l'objet de cession éventuellement va concerner les impenses, c'est-à-dire toutes les constructions éventuellement que vous aurez édifiées dessus, ou bien les valorisations. Ça peut être des arbres fruitiers, ça peut être une clôture, ça peut être des choses de ce genre-là. Alors, les conséquences juridiques pour le promoteur immobilier. Et ça, c'est très important. Pas de cession possible sur le sol, mais uniquement sur les pannes et soins. Pas d'intervention du notaire. Bon, si vous le faites, on va dire que ce n'est pas du tout obligatoire parce que le notaire ne pourra pas vraiment prendre certaines garanties. Ce qui se passe au Sénégal, c'est plutôt une réaffectation qui va se faire au niveau de la mairie avec une confirmation du sous-préfet et qui va faire l'objet d'un enregistrement au niveau des impôts et domaines. Donc, réaffectation par la mairie, confirmation du sous-préfet et enregistrement des impôts et domaines de la cession. Alors, depuis 2017, quand il s'agit de biens à usage d'habitation, il y a une possibilité d'immatriculation du bien directement et sans frais. Alors, il y a une chose très importante à retenir quand on est promoteur immobilier, quand on est vendeur tout court, c'est la taxe de plus-value immobilière. Alors, la taxe de plus-value immobilière, c'est une taxe qui est prélevée sur le prix de cession en cas de vente d'un bien, parce qu'on considère que la personne, disons, a acheté un terrain, a édifié un bâtiment dessus, maintenant qu'elle veut vendre, que ce soit une maison ou bien plusieurs appartements qui vont faire l'objet d'un règlement de copropriété. Je vous donne juste l'exemple d'une maison, ce sera le plus simple. Vous allez avoir, disons, un terrain acheté par quelqu'un, une maison édifiée. Le terrain peut vous coûter, disons, 100 millions. Je vous donne juste des chiffres comme ça pour vous donner une idée. Et ces 100 millions-là vont vous permettre, après construction du bâtiment, de faire une cession, une vente, disons, à 300 millions. Alors, ces 300 millions-là vont être taxés parce que l'État va considérer que vous avez fait une plus-value et que cette plus-value-là doit faire l'objet d'une taxation.
Alors, cette plus-value est calculée d'une certaine manière, en sachant qu'on ne prend pas juste 300 millions moins les 100 millions constituant le prix d'achat du terrain, mais on va prendre en compte le coût de construction et il y aura un taux qui sera appliqué selon qu'on soit en face d'un terrain uniquement que vous allez vendre. À ce moment-là, nous avons 15% qui constituera la taxe de plus-value et qui concerne les cessions de terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis. Nous avons 10% sur les cessions de droits réels immobiliers portant sur un immeuble domanial et 5% dans les autres cas. Alors, il y a une réalité, surtout au Sénégal, enfin, je ne vais même pas dire à Dakar, au Sénégal, mais dans la région du Cap-Vert, plus principalement à Dakar, on parle de la raréfaction des terres et la nécessité de la construction en hauteur. Vous avez dû remarquer que depuis quelques années, il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été édifiés, qui sont vraiment des bâtiments en hauteur. C'était assez rare de voir des constructions de 8, 10 étages. Il faut dire maintenant que nous avons des fois des constructions bien supérieures à cela. Et là, nous avons dû un peu, on va dire, prendre certains textes pour permettre d'être un peu, de faire une mise à jour, on va dire, sur tout cela. Alors, quand on parlait de copropriété sur les immeubles bâtis, jusque-là, c'était la loi de 88 qui fixait ce statut-là. En 2002, il y a eu un décret qui est venu préciser certains aspects avec comme possibilité qui vous est quand même offerte, qui est offerte par exemple à celui qui va acheter un appartement dans un immeuble qui a été construit, bien entendu, de bénéficier d'un titre foncier si le titre de référence était bien entendu un titre foncier. Vous avez un cas particulier au Sénégal, c'est le cas particulier de la SNHLM. En temps normal, quand vous avez un projet qui porte sur un terrain je vais dire standard, vous avez une inscription qui se fait à la conservation foncière. Donc là, c'est la loi de 2011 dont nous avons parlé précédemment. Ici, avec la SNHLM, vous avez une inscription qui se fait au niveau de la SNHLM même au registre des oppositions. Ça, c'est un cas très particulier, avec la particularité aussi que les coûts ne sont pas du tout les mêmes, l'enregistrement se faisant à leur niveau. Alors, les avantages fiscaux et douaniers pour les projets de l'État. Alors, jusque-là, nous avons eu avec la DGPU, je pense que la plupart des promoteurs immobiliers connaissent un peu la zone de Diamniadio, donc qui fait l'objet d'un projet particulier. Et ça, c'est sous réserve, je ne vais pas m'épancher dessus, ça va être sous réserve de la conservation des mêmes avantages. Mais jusque-là, il y avait 50% de réduction sur l'impôt sur les sociétés, une suspension de la TVA sur les matériels et matériaux de construction, ainsi que des droits d'enregistrement réduits. Voilà. Voilà en substance un peu une présentation qui vous permet de voir comment un promoteur immobilier qui y a pour ambition de faire un investissement au Sénégal doit s'y prendre. Bien entendu, je reste à disposition pour toute question et je vous remercie de votre attention.